Bonjour, je m'appelle Sylvie Fréchette et je suis porte-parole du Réseau de l'action bénévole du Québec. Saviez-vous que près de 2 millions de Québécois et de Québécoises font du bénévolat? Ces gens passionnés se distinguent auprès de leur communauté pour plusieurs raisons. Que ce soit des personnes âgées qui pratiquent le bénévolat pour rencontrer des gens et demeurer actifs, ou des jeunes en quête de champs d'intérêt qui assistent les plus démunis pour acquérir de nouvelles expériences, ou encore de nouveaux arrivants qui offrent de leur temps leur permettant de découvrir leur nouveau pays d'accueil pour mieux s'intégrer. J'ai envie de vous faire découvrir 10 organismes à Montréal qui travaillent avec des bénévoles qui donnent et ne demandent rien en retour. Ceux qui prennent à cœur le bien-être des autres et posent des actions qui font tellement bien à ceux qui les reçoivent. Vous regardez Petits gestes, grands impacts. De plus en plus d'écoles intègrent des programmes de bénévolat au sein de leurs activités parascolaires. C'est une façon d'initier les jeunes à donner au suivant, découvrir des compétences ainsi que de nouveaux champs d'intérêt. Dans cet épisode, nous rencontrons des jeunes filles du Collège Sainte-Marceline. Une fois par semaine, elles se déplacent à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal pour aider les personnes âgées à s'alimenter. Cet échange intergénérationnel est souvent très touchant. Non seulement il valorise ces jeunes filles qui y participent, mais il réchauffe le cœur des gens qui reçoivent de la compagnie. Je suis dans une de nos écoles de Marceline à Westmount. Westmount est un quartier chic. Nous y sommes depuis une cinquantaine d'années. Je m'appelle Liliane Siniglio, je suis une religieuse marceline et je suis née au Panama, des parents italiens. Et quand j'ai fini mes études secondaires et de cégep, je suis allée étudier le français qui m'attirait beaucoup. Je suis allée l'étudier en Suisse, chez des sœurs marcelines que je ne connaissais pas. Et ça m'a tellement captivée que j'ai choisi d'être religieuse à 20 ans. Notre sainte patronne, c'est Sainte Marceline, une vierge consacrée à Dieu au IVe siècle. Le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur. J'appartiens à une communauté en ce moment à Westmount de 11 sœurs. Le Seigneur regarde les justes. Ce qui nous caractérise souvent, c'est les œuvres de charité. Nous vivons très simplement. Il y a eu des années où nos chambres étaient des salles de piano. Alors, durant la journée, les élèves jouaient le piano. Puis le soir, ça redevenait nos chambres, tellement on n'avait pas d'espace. Il y a en moyenne 500 élèves. Les élèves qui viennent à cette école de la Villa Sainte-Marceline, elles arrivent à l'âge de la maternelle, donc 5 ans, et elles font un parcours de primaire et secondaire. Nous ne cherchons pas du tout une école d'élite. On cherche des jeunes qui veulent étudier, qui sont stimulés à la maison. La plupart d'entre elles viennent de familles où il y a beaucoup d'instruction et d'éducation à la maison, de culture, et elles sont déjà stimulées. On veut une école des jeunes qui ont des valeurs, qui sont prêts à développer certaines valeurs qui ne sont pas seulement intellectuelles, même si les cours sont enrichis. Il y a des valeurs humaines aussi. Nous avons inséré un programme de bénévolat au niveau du 4e secondaire qui consiste à les libérer 1 heure par semaine pour qu'elles puissent aller effectuer un bénévolat de leur choix. Et c'est là qu'elles vont aller cet après-midi.
L'Institut universitaire gériatrique de Montréal, qu'autrefois on appelait l'hôpital des vétérans. C'est en bas de la côte, c'est sur Queen Mary. À cet hôpital, il y a 4 ou 5 filles de Marceline qui vont tous les mercredis servir le repas aux personnes. Pas servir, mais les aider à manger ou leur parler. Il y a une des jeunes qui ne se sentait pas de faire ce service, mais qui voulait faire du bénévolat et qui est très bonne en musique. Alors elle va avec son violon et ça fait le bonheur de beaucoup de personnes. On fait du bénévolat depuis le mois d'octobre. Je m'appelle Angelina Mazza, j'ai 15 ans et je joue du violon pour les personnes âgées. Bonjour, je m'appelle Michelle Doré, j'ai 16 ans et je fais du bénévolat à l'Institut de gériatrie de Montréal. Je m'appelle Vanessa Nguyen et j'ai 16 ans. Je fais du bénévolat à l'Institut gériatrique de Montréal. L'Institut universitaire de gériatrie de Montréal est un centre pour personnes âgées qui compte 452 lits pour les soins de longue durée des gens qui sont en perte d'autonomie, donc qui ont besoin de soins. Et on a des unités de réadaptation, donc des gens qui ont eu des chirurgies à l'extérieur vont venir faire de la réadaptation à l'intérieur de l'Institut. On a 120 jeunes maintenant qui se déplacent de différents collèges pour venir alimenter la clientèle en soins longue durée, donc sous la supervision, évidemment, du personnel d'unité. Donc, les jeunes sont amenés à venir aux salles à manger. Donc, on leur identifie un lieu, ils viennent s'installer, développent des relations avec la clientèle et ils vont alimenter idéalement toujours la même personne, donc créer un lien, une relation avec cette clientèle-là, parce que de plus en plus, la clientèle nécessite de l'aide. Il y a des personnes beaucoup moins indépendantes à chaque niveau. Alors, les infirmières nous disaient, bien, telle personne a besoin d'aide, puis après ça, on s'est réparti les personnes entre nous. C'est vraiment comme ça que le jumelage s'est fait. Il y en a qui sont seuls dans leur coin, et il y en a qui parlent avec d'autres. Il y en a qui veulent pas se déranger. Veulent pas qu'on les dérange. Et il y en a qui sont très, très heureux qu'on vienne faire, leur parler. Je m'appelle Estelle Chaumier, je suis technicienne en loisirs à l'Institut universitaire gériatrique de Montréal. J'ai pour mandat de faire les activités récréatives, mais également de mettre en situation les bénévoles. Il y avait ce matin la revue de presse. On a fait travailler un petit peu les ménages. Cet après-midi, il y avait les clowns. Vous les avez vus avec leur nez rouge? Oui, avec le monsieur avec la canne. Donc là, ça a été de leur faire découvrir l'environnement en tant que tel. Premier contact avec une clientèle d'un certain âge, beaucoup plus âgée que ce qu'elles ont l'habitude de côtoyer. Leurs grands-parents n'ont souvent pas cet âge-là. Donc de voir un petit peu déjà comme ça comment ça se passe, et puis après, de pouvoir prendre la technique dessus et peut-être d'affiner ça pour avoir une relation qui soit riche, en tout cas épanouissante des deux côtés. Ça se passe bien avec elle? Elle est gentille. Du fait qu'elle soit jeune, déjà, ça part plutôt bien. Ça permet d'avoir un beau rapport avec les deux générations. Et donc, les petits outils qu'on peut leur donner, c'est de parler de la météo. Ça fonctionne toujours. Ou bien de faire parler la résidente, le résident, sur ce qu'il a vécu. Parce que ce n'est pas une personne qui est là dans un fauteuil comme inutile. La société, l'image qu'on peut avoir, non, c'est une personne qui a fait des choses, qui a été accomplie, qui a eu des enfants, qui a eu une carrière peut-être. Donc là, ça leur permet d'avoir un terrain commun. Quand je joue du violon, il y a un monsieur qui chante toujours et il me demande « Ah, je veux entendre cette chanson ». Donc, je la joue et il chante. Il y en a qui peuvent pas s'exprimer, alors ils vont faire des signes. Ou il y en a d'autres qui vont juste faire oui de la tête ou non, alors qu'il y en a d'autres qui aiment vraiment parler de leur journée, leur enfance. C'est un milieu quand même qui peut paraître lourd de premier abord, bien qu'il y ait plein de beaux moments de complicité qui soient présents. Il y a un monsieur qui arrive à chaque semaine, s'assoit toujours à la même place et à chaque fois que je fais comme une pause,
quand je joue. Il applaudit. Et une fois, je lui ai dit, vous n'avez pas toujours besoin d'applaudir. Et il m'a dit que les jeunes ont toujours besoin d'encouragement. Donc, je pense qu'on a besoin de quelqu'un pour nous encourager. Il faut vraiment apprécier qu'est-ce qu'on a, vraiment, parce qu'apprécier ce lien qu'on a avec notre famille, parce qu'il y a du monde à l'hôpital qui n'ont aucun membre de la famille, donc aucune visite. On est les seuls contacts vraiment avec cette personne-là. C'est triste, vraiment, mais comme j'ai appris à apprécier beaucoup plus ce que j'ai maintenant. La plupart de mes camarades sont comme trop sensibles envers cette situation, peut-être parce qu'il y a un proche qui est malade. Et aussi, c'est un environnement un peu triste. On ne se sent pas toujours bien dans cet espace. Donc, la première journée, on a fait le tour. Il y a des personnes qui se sont enlevées du groupe parce qu'ils ne se sentaient pas à l'aise. Mais je pense aussi, ce qui est vraiment difficile, c'est qu'on réalise que c'est leur dernière maison avant qu'ils décèdent. Mais je pense que ce qui aide vraiment, c'est qu'on est un groupe de filles, on n'est pas toutes seules à faire ça, on est comme 4 par étage. Alors des fois, il y a des situations qui vont nous rendre un peu, qui vont être difficiles ou nous rendre un peu mal à l'aise, mais on va en parler entre nous. Puis dans le cadre du cours d'éthique et culture religieuse, on a toujours 5 ou 10 minutes pour s'exprimer puis dire ce qu'on pense. Alors des fois, on va partager puis dire ce qui s'est passé, puis après ça, Alors, c'est bien pour ça. Un travail d'entraide. Oui, vraiment. Cette santé, on la prend vraiment pour acquis. Ouais. Comme tous ces résidents, ils ont des problèmes de santé et dans ma tête, je ne me vois pas comme ça. Et mes grands-parents sont super en santé. Puis dans ma tête, c'est ça, un grand-parent. C'est quelqu'un qui est là, qui va faire des activités avec toi. Mais je réalise avec l'Institut de gériatrie que c'est pas ça. Comme les gens vieillissent, puis ils perdent leur capacité. En fait, il y avait une madame qui, en fait, une de mes camarades sur le même étage, nous la nourrissait, mais on venait toujours lui parler. Elle ne pouvait pas parler avec nous, elle ne pouvait pas communiquer, mais elle pouvait sourire, elle pouvait nous regarder. C'était vraiment son expression faciale. Comment elle communiquait avec nous. Donc, mais c'était triste quand on a su qu'elle, lentement, elle allait décéder. On va identifier une clientèle qui pose pas de problème d'étouffement, des choses comme ça, pour que vraiment, c'est au niveau relationnel. Souvent, c'est une clientèle qui va prendre beaucoup de temps pour s'alimenter. Et souvent, le nombre fait qu'on ne pourrait pas accorder autant de temps à la clientèle pour manger. Cet apport de jeûne-là nous permet de justement, si ça prend 45 minutes pour manger, on peut prendre tout ce temps-là et vraiment l'enrichir. Ça vous fait faire des efforts, là, par contre, un petit peu à chaque fois de vous avancer, hein? On va montrer vraiment aussi le positionnement à adopter, comment se placer, le contact visuel à établir. Donc, il y a vraiment le savoir-faire technique. Va s'ajouter à ça tout le volet de prévention d'infection, donc se laver les mains, clientèle vulnérable à plusieurs égards. Donc, on doit être assez vigilant sur ces aspects-là. Donc, on a des responsables en prévention d'infection qui viennent enseigner aux jeunes. Ça se fait sous forme d'atelier. On a aussi tout un volet, un peu nos règlements, le code d'éthique, qu'est-ce qui est permis pour les bénévoles de faire et pas permis. Donc, cadrer davantage leur intervention. Et il y aura aussi toute la dimension relationnelle, donc de savoir-être avec la clientèle. Je pense qu'il y en a qui ont... qui ont proche de grands-parents. Sinon, je pense qu'il y en a qui sont même plus jeunes que mes grands-parents. Mais il y en a aussi qui sont plus vieux. C'était Monsieur Lévesque, votre activité spéciale. Est-ce que c'était lui, votre invité? Non? Du fait que ce soit des générations qui sont complètement opposées, où elles n'ont pas vraiment l'occasion de se rencontrer, surtout dans un terrain comme ça, un milieu. Donc c'est à un moment donné où les préjugés peuvent tomber. Et en ça, je trouve ça très intéressant.
Et justement, moi, mon rôle, c'est de leur montrer tous les petits aspects qu'il peut y avoir où ça va être riche. Parce que de premier abord, on n'a pas l'impression, elles se disent oui, j'aide, je donne à manger parce que je dois donner à manger. C'est plus que ça, c'est au-delà. Il y a vraiment une transmission qui est présente et ça va dans les deux sens. Parce que oui, elles aident la personne, mais la personne va leur donner des choses, une expérience de vie, un vécu et on sait que ça, c'est très important pour les résidents. Ce matin, il y avait la revue de presse. Il y a une madame, spécifiquement elle nous parle toujours de ses jours à l'école, comme lorsqu'elle était à l'école, lorsqu'elle avait notre âge. Puis des fois, elle retourne à ces moments-là, puis elle nous les raconte. Puis c'est vraiment intéressant de voir comme la différence entre son expérience à l'école versus la nôtre. Alors, qu'est-ce que vous allez faire cette fin de semaine? Est-ce que quelqu'un vient vous visiter? Vous savez pas? C'est toujours des surprises, oui. Un résident peut décider à n'importe quel moment et on va à la résidence seulement une fois par semaine. Donc, le personnel est très habitué, mais nous, quand on arrive et la personne est décédée, ça va être un choc, je pense. Ouais. C'était vraiment les écouter, être patiente, les poser des questions, répéter plusieurs fois la même question jusqu'à temps qu'ils réalisent qu'on leur parle. Des fois, ils sont dans leur tête et en fait, des fois, même lors des conversations, ils parlent pas nécessairement à nous, ils se parlent à eux-mêmes. Ouais. Vraiment, il faut vraiment être juste vraiment attentive et être patiente, écouter et toujours les pousser à manger parce qu'ils oublient des fois. Ils sont distraits tout le temps, donc voilà. Oui. Mais je pense aussi que ça change tellement notre mode de vie parce que nous, maintenant, dans la société, on est go, faire plein de choses en même temps le plus rapidement possible. Puis on arrive là, c'est vraiment un mode différent. Il faut vraiment s'adapter à eux parce qu'on peut pas aller rapidement parce que sinon, eux, ça va tout les échambouler. Alors, il faut vraiment prendre le temps. Puis je pense que ça fait vraiment changement. Puis quand on regarde ça comparé à notre vie quotidienne, c'est vraiment comme, wow, il y a une grosse différence. Quand nos jeunes intègrent les différentes unités, les différents secteurs, on sent un vent de fraîcheur rentrer dans nos établissements, autant pour la clientèle, autant pour le personnel qui vit là quelque chose de très joyeux. Au revoir, passez une belle soirée. Il y a un monsieur qui m'a dit que c'est vraiment la meilleure partie de sa semaine et ça m'a fait tellement du bien. Cette ouverture à l'autre qui est démuni ou qui est malade ou qui est petit. Donc les jeunes, ils sont généreux. Parfois, ce qui manque, c'est de canaliser leur énergie, leur donner le goût de s'impliquer pour les autres. Parce que naturellement, ce que je vois, c'est que quand on leur donne un idéal, elles s'impliquent, elles nous dépassent. Les jeunes nous dépassent dans la générosité. C'est comme inné en eux. Ce qu'il faut, c'est leur donner le goût, peut-être leur donner l'exemple, leur montrer que c'est passionnant de se mettre au service de l'autre, puis que ça vaut la peine. Ils ne sont pas tous forcément chrétiens, ils ne sont pas tous forcément croyants, mais ils adhèrent à ces valeurs d'altruisme, à ces valeurs de don de soi. On a mis de côté l'Église et puis la foi catholique, mais on est resté imprégné de cette charité, de cette compassion qui, à mon avis, a été inspirée grandement par l'Évangile. Et cette compassion vers l'autre, c'est comme une gentillesse, une ouverture à l'autre. Il y a une page d'Évangile qui dit que Jésus, avant de mourir, à la dernière scène, il s'est lié un tablier et puis il s'est mis à laver les pieds de ses disciples. Et les disciples étaient les premiers à être plus que surpris de ça. C'était le maître qui se mettait à laver les pieds, c'était un travail d'esclave. Et Jésus leur dit, mais si je fais ça, c'est parce que vous devez aussi vous mettre au service les uns des autres. Donc c'est tellement évangélique que si, pour peu qu'on lise l'Évangile, si on veut être cohérent avec notre foi, il faut se mettre au service les uns des autres. Le bénévolat fait du bien.
Brise l'isolement, rend service, construit des ponts et des amitiés, partage les passions et donne espoir. La satisfaction et le bonheur que génère le bénévolat apportent non seulement à la personne qui reçoit, mais autant sinon plus à la personne qui donne. Et tout comme un sourire, ça ne coûte rien. Votre communauté a besoin de vous. Qu'attendez-vous pour vous impliquer? Pour Noël et pour Pâques, on boit du champagne le soir. C'est pour la gloire de Dieu. Voilà, ça c'est un petit secret. Mais il faut dire aussi qu'on aime faire du sport, puis nager et faire du ski. On n'imagine pas les sœurs comme ça, mais on se met un pantalon, puis on enlève le voile, puis on y va, et puis après on revient, et puis on remet le voile, parce que le voile, c'est juste comme pour dire, mais j'appartiens à Dieu, mais même si je l'enlève, le voile, c'est pas grave, mon cœur est à Dieu. Voilà, c'est l'essentiel. Je ne sais pas si les gens le savent, mais voilà, je l'ai dit.